كيف تحلل لنا الآن لأننا نتحدث في فترة الآن الستينيات والسبعينيات إلى غاية وفاة بومدين وبداية مرحلة الشادي إلى غاية 1982 كيف تحلل لنا شخصية كيف يقرأ المثقف الأخضر معقال شخصية العسكري الذي أصبح فيما بعد سياسيا شخصية هواري بومدين. Comment lire le profil psychologique, le sociologique, socio-culturel d'un certain هواري بومدين لأنه بومدين في الجزائر يقارب on approche بومدين de deux façons إما أن يقدس وكثير من الناس يقدسونه هواري بومدين وإما أن يشيطن la diabolisation donc on diabolise هواري بومدين. Entre la diabolisation et la sacralisation, comment l'hérites-tu en tant qu'intellectuel, en tant qu'universitaire ce personnage qui, comme tu l'as dit au début de tout à l'heure, était original, atypique, différent, qui vient d'un milieu différent, qui devient chef d'État. Quelle serait ton approche de ce personnage? Ce n'est quand apparaît Boumediene, il apparaît en tant que militaire. Il apparaît comme une figure de proue, un officier supérieur de l'armée. Il apparaît comme s'il n'avait pas de carrière militaire, il apparaît comme colonel. Ça, c'est quand même une bizarrerie. Il apparaît comme colonel et il est en très peu de temps pratiquement responsable de l'état-major général des armées. Comment ce type est sorti de l'anonymat et où était-il? Alors, pour savoir, d'après les témoignages qui fusent ici et là, il aurait été en Égypte dans les années 50. Il aurait été en Égypte, certains disent qu'il était en formation à Al-Azhar, d'autres qu'il aurait été en formation dans une école militaire égyptienne. Les choses ne sont pas encore définitivement établies. Moi j'ai eu un témoignage très important du frère à Ahmed Didet, Abdullah Didet, un Sud-Africain. Donc il n'a aucun intérêt dans cette affaire et il n'a aucun intérêt à dire faux, à dire vrai de cette histoire de Boumediene en Égypte particulièrement. Il témoigne en disant qu'il l'a eu comme élève aussi. C'est-à-dire il était avec lui dans une annexe de l'Azhar. Dans une annexe, c'est pas l'Azhar, et c'est pas une autre école ou une autre académie, c'était dans une annexe, une sorte d'école préparatoire qui préparait donc les élèves pour accéder aux études donc de l'Azhar, etc. Donc il l'a connu au début des années 50, c'était dans une annexe de l'Azhar وهذه شهادة يقدمها عبد الله ديدات أخو أحمد ديدات الداعية الشهير في جنوب إفريقيا وهي مدونة في شهادة مطولة جدا قدمها الصديق تاوتي الذي كنت استضفته في بداية التسعينيات حول رحلاته عبر العالم ولقاءاته بشخصيات مختلفة إلى آخره. هذه شهادة تقول بأنه كان في ملحقة من ملحقات الأزهر. هذا طيب. نعتقد أن هذا السيد نعتقد أنه انضم إلى الحركة الوطنية في بداية حرب التحرير، لأن قبل الحركة الوطنية قبل اندلاع الثورة لا أثر له ولا أثر لزعماء أو مسؤولين جزائريين تابعين لحركة الحريات الديمقراطية ما عدا يزيد أيد أحمد وخدي. هذو هما المعروفين. صحيح. ولو يعني انضم إلى الحركة الوطنية في 55 كيفاه بين 55 و 60 57 ودخل يقال أنه أتى في باخرة بعثها بعثتها مصر يقال ولقد
توقفت في ليبيا ثم أتى من ليبيا. Donc il serait en 50, s'il a rejoint en 55, en étant, disons, large, disons, dans les premiers... Mais ça reste une supposition. C'est une supposition. Parce que nous n'avons aucune trace. Aucune trace, absolument aucune trace. Donc, s'il a rejoint en 55, dans le meilleur des cas, dans les premiers semestres, dans le premier trimestre 55, en 57, d'après, je crois que c'est Yves Courrière, qui parle de l'arrivée d'un bateau Latos, qui a été arraisonné, après avoir fait une escale en Tripolitaine où Boumediene serait descendu. Donc, si de 55 à 57, ça fait 2 ans. Il arrive en tant que quoi en Tripoli? Il était sur ce bateau, pourquoi? S'il était sur ce bateau, en qualité de quoi? Il était inconnu. Personne ne le connaissait. Et s'il est mis là-dedans, je doute fort que ce soit les gens du FNM qui l'aient mis. Parce qu'un bateau qui est armé au sens où on met des bagages dedans, etc., a été armé par les Égyptiens. Donc ce sont les Égyptiens qui l'ont envoyé. Il arrive, il descend en Tripolitaine. En Tripolitaine, et ensuite, comment il arrive en Tunisie, ça c'est aussi le grand secret, on ne sait pas. Et quand il arrive en Tunisie, on n'en entend plus parler jusqu'en 58 à peu près. Vers 58, on parle d'un certain Boumediene. Un certain Boumediene comme étant l'homme fort de l'armée. Qu'est-ce qui a fait que cet homme, du jour au lendemain, est devenu l'homme fort de l'armée alors qu'il y avait quand même des officiers de l'actif de l'ALN qui étaient sur place? Des officiers de l'ALN et des officiers sortis des écoles militaires françaises. Parce qu'à ce moment-là, Nassar avait rejoint le maquis, avait rejoint la Tunisie, je veux dire. Nassar et d'autres. Zekad, je crois, il était de cette promotion. Je ne sais pas. Il faudrait lui demander si on arrive à lui mettre la main dessus un jour. Et bien d'autres. Or, comment on peut concevoir que du jour au lendemain, cet homme puisse connaître une ascension fulgurante, rapide, dans le corps d'armée. D'autant plus que, quand il arrive, l'homme fort, j'allais dire du FNM, c'est un certain Abdel. Celui-là même qui avait, dans le cadre du congrès de la Soumane, établi les règles de la hiérarchisation militaire, y compris les grades. D'ailleurs, dans un des témoignages, dans un des travaux de Khalfa Mamri sur Abban Hamdan, il avait écrit un livre sur Abban, et je l'avais reçu il y a de cela plus de 15 ans à la télévision, et le numéro spécial que j'avais fait sur Abban Hamdan a été à 2 reprises censuré et puis interdit, et à la fin j'ai découvert que la cassette même a disparu. Il dit textuellement, et on peut se référer à son ouvrage, parce que par la suite il y a eu un livre. Par la suite il y a eu un livre sur Abban. Il dit que parmi les choses sur lesquelles Abban Hamdan s'est posé beaucoup de questions, c'était justement ce Mohamed Boukharbati Houari Boumediene et son ascension fulgurante. Et d'ailleurs, lui, il parle de Boumediene, l'ascension de Boumediene. Il voulait enquêter sur ça, Abban, et il voulait enquêter également sur l'argent du FNL. Et il dit, lui, je parle sur la langue de Khalfa Mamri à l'époque, il dit que parmi les raisons qui ont poussé ceux qui ont exécuté Abban à cet acte d'exécution, il y avait cette histoire de l'argent du FLN et cette ascension donc fulgurante de... mais on dit de l'autre côté aussi, et là je ne parle plus de Khalfa Mamri, on dit que ceux qui ont fait Boumediene, il y a 2 personnages qui ont fabriqué Boumediene. Il y a Karim El-Qassem et il y a Abdelhafid Boussouf. Voilà les 2 hommes qui ont fabriqué Houari Boumediene.
Houari Boumediene arrive, donc c'est lui qui prépare le pouvoir pour Ben Bella. Et en 65, il lui fait un coup d'État pour prendre lui-même, physiquement et directement, le pouvoir. Comment toi, à titre d'analyse maintenant, les origines sociales, le profil psychologique, le profil intellectuel d'un certain Houari Boumediene, était-il prêt, comment a-t-il été préparé pour prendre de cette façon le pouvoir, ou bien comptait-il seulement sur la loi de la force, c'est-à-dire sur la loi de l'armée? Oui, il compte sur la loi de l'armée quand il a le pouvoir, mais pas avant. C'est le avant qui est problématique. Le avant qui est problématique, la seule interrogation qu'on pourrait se permettre, bien entendu, ce n'est qu'une interrogation, c'est quels étaient les liens de Houari Boumediene avec les services secrets égyptiens. Ah, je veux dire avec Fethi Dib. Bien sûr. Parce que Fethi Dib, il est très souvent là où on attend le moins. Et l'arrivée de Boumediene, de cette façon, il y a des indices. Bourguiba n'a jamais supporté Boumediene. Jamais. Il a toujours craint, il s'est toujours méfié de lui. Il préférait toujours avoir affaire, bon, on dirait que c'est un légaliste comme Abbas, il préférait toujours avoir affaire au gouvernement provisoire. Toujours, donc, la discussion aux représentants de l'État. Or, Boumediene, l'arrivée de Boumediene va poser un problème à la Tunisie. Parce que quand il commence à structurer l'AMP, il crée ce que tout État, même quand il soutient un mouvement de libération, craint le plus au monde, c'est la constitution d'une puissance militaire qu'il ne contrôle pas. Et les Tunisiens n'avaient pas la possibilité de contrôler la formation de l'AMP, la formation des unités en Tunisie. D'autant plus que les recrutements étaient massifs, il y a beaucoup de gens qui arrivaient, les réfugiés aux frais de la main-d'œuvre, et donc l'armée commençait à devenir une véritable. L'armée algérienne commençait à devenir une puissance un peu dérangeante et gênante pour les Tunisiens. Les Français qui l'ont compris ont essayé donc d'intimider les Tunisiens par le bombardement de Safed Sidi Youssouf. Mais c'est vrai que c'est un mystère. Cette personne est un véritable mystère. Par contre, il fait entre 58 à 65, en moins de 10 ans, il fait une percée absolument remarquable, comme s'il avait programmé une première étape, donc de s'infiltrer dans les dispositifs de direction et de commandement, et dans un deuxième temps, d'apparaître. Ça fait penser à quelqu'un. Ça fait penser à Bonaparte. Bonaparte, général de la Révolution, et quand il a fini sa trajectoire de général de la Révolution, il s'est fait proclamer consul, après un directoire, et ensuite il a pris le pouvoir en tant qu'empereur. C'est exactement la même trajectoire. Est-ce que Boumediene a lu Bonaparte? C'est très possible. Pourquoi? Parce que les ouvrages sur Bonaparte en Égypte sont légion. Bonaparte est quelqu'un qui est très lu en Égypte. Les biographies de Bonaparte, en raison de l'histoire commune entre l'Égypte et la France. Depuis 1799. 1700, absolument. Donc il est très possible que dans le rêve, et il a l'air d'un rêveur, je ne sais pas si tu te souviens, du premier Boumediene. Pas le Boumediene qui a pris de l'embonpoint, qui est devenu un homme en bonne santé, même un peu sympathique, rigole, une certaine faconde, avec son gros cigare, mais le premier Boumediene austère, un regard de feu, un type rêveur, un type, comme dit Laurence, un dangereux rêveur aux yeux ouverts. Il ne dit pas ça de Boumediene. Bien sûr. Laurence Darabi dit les plus dangereux rêveurs sont les rêveurs à yeux ouverts. Boumediene est un rêveur à yeux ouverts. C'est-à-dire quelqu'un qui est bouffé par l'ambition
qui a un projet et il le réalise coûte que coûte. Déjà, c'est l'ambition du paysan. C'est l'ambition du paysan, peut-être. Quand le paysan est ambitieux, ce qui est rare, parce que l'ambition, le paysan en général est plutôt soumis, il est plutôt fataliste, mais quand il est ambitieux, effectivement, ça donne ça. Et là, nous avons un prototype du type vraiment rêveur aux yeux ouverts, un type ambitieux qui sait ce qu'il veut. Est-ce que, en sachant ce qu'il voulait, c'est-à-dire un jour arriver à réaliser ce rêve d'être un second Nasser, parce que ça l'a travaillé. Est-ce que ça ne l'a pas poussé à se compromettre avec les seuls qui pouvaient l'aider dans cette trajectoire? Les Égyptiens. C'est-à-dire les Égyptiens. Et connaissant les relations des Égyptiens avec les services français, nous avons des témoignages accablants sur cette question, de la bouche des témoignages de Bossov, des témoignages de Bontobal, etc., qui ont découvert les liens qu'il y avait entre les services de renseignement égyptiens, qui utilisaient la guerre de libération comme un tremplin pour régler leurs problèmes. Absolument. Avec les Français, je veux dire. Absolument. Et je pense que cela va être corroboré par l'affaire de l'envoi du petit facteur que fut Bouteflika envoyé par Boumediene pour prospecter auprès des prisonniers. Je pense que les Français étaient... Moi, je persiste à croire que les Français étaient au courant. Ils étaient au courant. Ils étaient au courant. Et par le biais des Marocains. C'est possible aussi que par le biais des Égyptiens.